Bonsoir. L'Institut de langue espagnole à Strasbourg vous présente cette année le roman L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir par l'écrivaine et journaliste espagnole Rosa Montero. Publié en 2013, 4 ans après le décès de Pablo, son compagnon, depuis 2 décennies. Ce texte est une déclaration d'amour qui défie de nombreuses conventions. La plus importante, à mon avis, l'idée qu'il y a un moment et une façon appropriée de traverser le deuil. Rosa Montero partage avec le lecteur son expérience de la douleur à travers la figure mythique de Marie Curie et son expérience suite à la mort de Pierre Curie, décédé après un accident, subitement. Pablo, de son côté, le mari de Rosa Montero, est décédé 10 mois après son diagnostic médical. Donc, un siècle sépare ces couples. Ce siècle permet à Montero de souligner à quel point c'est extraordinaire que 2 personnes si particulières se rencontrent. Aussi, combien il est admirable que Marie Curie ait réussi à étudier, à se former et à poursuivre ses recherches scientifiques. Montero se permet, puisque là le permet, de faire des interprétations qui mettent en lumière la tendresse entre le couple Curie et surtout Marie, malgré cette apparence toujours sévère, peut-être rigide, comme on peut le trouver dans les photos dans l'ouvrage. Et à la fin de l'ouvrage, vous pouvez aussi rencontrer le journal de deuil de Madame Curie. C'est vraiment une invitation à s'immerger dans le côté sensible de cette femme brillante. Bien que l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir raconte les expériences particulières de 2 femmes, elle atteint une résonance universelle, car personne n'échappe au départ de leurs êtres chers et très chers. Les 2 veuves se sont tournées vers l'écriture pour contrecarrer l'inévitable oubli des détails et des événements condamnés à se perdre en l'absence de leurs proches. Ce qui fait de leurs textes des témoignages de vie et d'amour, liant entre un temps qui ne reviendrait plus et un autre qui ne sera jamais perdu. L'action d'écrire sur la mort est paradoxalement se réconcilier avec la vie, apprendre à bouger après le tremblement de terre, sortir tout doucement de la perplexité et intégrer l'absurdité de l'absence, comme une belle cicatrice, brodée de douleur, de désirs nostalgiques, de sagesse. Je vous invite à lire l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir comme une façon différente de faire face au deuil, selon le regard de cette journaliste et écrivaine. Mais surtout, à ceux qui ont perdu des êtres chers en ce moment tellement étrange pour l'humanité. Cette pandémie nous a privés de l'occasion de dire adieu à de nombreux êtres chers avec dignité dans leurs instants derniers, de nous rassembler pour partager des souvenirs, de pleurer, de nous serrer dans les bras. Qui sait, et nous pourrions peut-être trouver dans ces pages un autre aperçu de consolation, une nouvelle possibilité de guérison. Pour finir, permettez-moi de vous lire un extrait, d'abord en espagnol et après en français. Una noche estábamos en el hospital, ya muy cerca del fin. Habíamos ingresado por urgencias porque Pablo se encontraba violentamente agitado, confuso, incoherente. Yo había decidido llevármelo a casa al día siguiente y eso hice. Una semana después, estaba muerto. Esa noche, muy tarde, tras suministrarle todo tipo de drogas, consiguió quedarse tranquilo. Me incliné sobre él para comprobar que estaba bien. Era ese momento de la alta madrugada en el que la noche está a punto de rendirse al día y hay un tiempo que parece estar fuera del tiempo. Un instante de pura eternidad.
Imagínate esa habitación de hospital en penumbra, los niquelados brillando con un destello oscuro como de nave espacial, el peso del aire y el silencio, la soledad infinita. Éramos los dos únicos habitantes del mundo y me parecía notar bajo los pies la pesada y chirriante rotación del planeta. En ese momento, Pablo abrió los ojos y me miró. ¿Estás bien?, murmuré, aunque para entonces ya resultaba prácticamente imposible hablar con él y trabucaba todo y decía esmeraldas cuando quería decir médicos, por ejemplo. Y en ese minuto de serenidad perfecta, Pablo sonrió, una sonrisa hermosa y seductora, y con esa ternura absoluta, la mayor ternura con que jamás me habló, me dijo, mi perrita. Fue una palabra revoltada por su cerebro herido, una palabra espejo sacada de otra parte, pero creo que es lo más hermoso que me han dicho en mi vida. Y ahora escucha. Lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto, un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general, y la literatura en particular, son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no lo vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace formar parte del todo, y en el todo, el dolor individual parece que duele un poco menos. Pero además el sortilegio funciona, porque cuando el sufrimiento nos quiebra el espinazo, el arte consigue convertir ese feo y sucio daño en algo bello. Narro y comparto una noche lacerante, y al hacerlo arranco chispazos de luz a la negrura. Al menos a mí me sirve. Merci beaucoup pour cette présentation, Stéphania. Et désolé d'avoir été obligé de te couper, mais c'est vrai qu'on a un timing un peu tendu. Pour l'extrait en français, ce sera pour une autre fois. Donc, on continue notre voyage. Cette fois-ci, on ne va pas aller très loin puisqu'on reste en France. Et c'est Denia Bahavir de l'Alliance française Strasbourg Europe qui va nous présenter le roman français. Bonsoir. L'Alliance française de Strasbourg vous présente un livre de Amanda Sterz qui s'appelle Lettres d'amour sans le dire. C'est un livre simple et fort. C'est aussi cette simplicité des mots et des phrases qui le rendent puissant. L'Alliance française a choisi ce livre justement aussi pour sa simplicité de compréhension. Il est en effet accessible à nos apprenants avec un niveau intermédiaire. Il s'agit d'une longue lettre destinée à un homme qui ne la recevra jamais et qui ignore même que son existence soit au centre d'un tsunami causé chez la narratrice. Un acte banal de la vie de tous les jours va plonger une quadragénaire dans une aventure intérieure intense. C'est la puissance de ce roman. Cette femme, qui s'était oubliée, va naître à la vie. Je ne dis pas renaître, mais naître véritablement. Une rencontre qui aurait pu être banale va ouvrir une brèche en elle. Et de cette brèche, des torrents de larmes, de souffrance, mais aussi de joie et de plaisir vont jaillir. Un comeback qui va l'obliger à voir défiler sa vie et en ressentir les émotions. On a presque l'impression que durant sa vie, cette femme a coupé avec les émotions pour refouler des moments vécus insupportables, voire traumatisants. On apprend en filigrane des lignes, très subtilement, qu'elle a subi l'inceste. Elle a donc été spectatrice de sa vie en coupant avec ses émotions. Grâce à cette rencontre, elle va découvrir son corps
et les plaisirs charnels. Et cet amour non dévoilé va être central dans sa vie et va même jusqu'à l'amener à apprendre le japonais et je dirais même épouser le Japon sans même y aller. C'est un roman qui parle d'amour, mais surtout de la façon que l'on a d'être au monde, de vivre sa vie, de danser sa vie, de subir sa vie, de diriger sa vie ou de laisser sa vie couler. Je vais vous lire un petit extrait qui est la première rencontre. Quand vous êtes entré, j'étais presque anesthésiée. Vous vous êtes agenouillé, je ne m'attendais pas à ce qu'un homme me masse. En temps normal, j'aurais protesté. Mais il émanait de vous une douceur mêlée à une autorité et j'étais dans un état de faiblesse, le jouet d'une histoire que je n'écrivais pas. Le pyjama me protégeait, alors guidée par vos gestes, je me suis allongée sur le dos. Vous avez pris un moment pour joindre vos mains devant votre poitrine en position de prière, puis incliner lentement le buste vers le sol. Cela m'a rassurée sans trop savoir pourquoi, comme si vous quittiez vos attitudes humaines pour vous concentrer uniquement sur mon corps. Et moi, je vous l'abandonnais, sous un tissu fragile alors qu'aucun homme ne l'avait touché depuis tant d'années. Vous avez saisi doucement ma main afin de prendre mon pouls. Aucune émotion ne passait sur votre visage. Froid. Oui, j'avais froid. J'ai hoché la tête. Fatiguée? Je n'avais jamais été si fatiguée que depuis que je ne travaillais plus. Mais je ne pouvais pas répondre. Je regardais vos doigts soigneusement manucurés, tandis que j'avais négligé mes ongles au vernis écaillés. J'ai eu honte de m'être laissée aller. Tout en moi exprimait l'épuisement. Alors sans attendre des réponses, vous avez mis vos doigts sur mes paupières pour que je ferme les yeux. Puis, vous avez pris mon crâne tout entier dans vos mains. Vous avez très délicatement touché mon cuir chevelu et manipulé tout doucement sa surface, comme pour déplacer des idées dans ma tête ou pour faire ressurgir mes émotions et mes rêves enfuis. Vous avez ensuite posé vos phalanges sur ma nuque et je n'ai pas sursauté comme je le fais à chaque contact physique. Vous avez déplié vos doigts. Les paumes de vos mains à plat contre ma peau étaient chaleureuses et ouvertes pour m'exprimer que je ne risquerais rien. Elles se sont inscrites sur la courbe de mon cou, comme si elles y étaient attendues et que leur place était là. Puis, vous les avez descendues le long de mes épaules sur la matière fragile de la tenue que j'avais enfilée et qui prenait tout son sens. Ce n'était pas une barrière entre nous, c'était un lien. Vous avez immobilisé votre corps entier et m'avez entraîné à fixer ma respiration sur la vôtre. Nous ne pouvions respirer à contre-temps. Votre souffle me demandait d'inspirer avec vous, que je sois avec vous. Et dans ce duo d'exhalation, soudain, je n'ai plus été seule. Et mes yeux ont laissé couler les larmes. Ce n'était ni du chagrin, ni même une émotion. Je libérais simplement la vie. Je me remettais en marche. Je pense être tombée dans un état proche du sommeil, tandis que vous manipuliez mon corps. Merci Dénia. Nous continuons notre voyage vers une contrée un peu plus lointaine, c'est l'Irlande. Et le roman irlandais a été choisi par l'amicale du personnel du Conseil de l'Europe, parce que nous pensions qu'il était important que le monde anglo-saxon soit présent dans ce prix, ce qui n'avait pas été le cas lors de la première édition. Et c'est mon ami, collègue est néanmoins ami, ou ami est néanmoins collègue, Marc Neville, qui va donc présenter le roman irlandais avec Abbé Fleming, étudiante à l'UNISTRA. J'ai le grand plaisir de présenter le livre de Sally Rooney, Conversation entre amis. C'est au nom de l'amicale du Conseil de l'Europe. Sally Rooney est une écrivaine irlandaise née en 1991. Elle vit à Dublin et elle a étudié au Trinity College au centre de Dublin. Ces dernières années, elle est devenue un phénomène de la fiction irlandaise grâce à Conversation entre amis, ainsi que Normal People, qui a été sélectionné pour le prix Booker en 2018, prix télévisé par la BBC.
Conversation entre amis est son premier livre traduit en français. Alors, pourquoi le lire? Bien sûr, c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas l'histoire classique. Fille rencontre garçon et tombe amoureuse. C'est une histoire assez complexe, mettant en avant l'évolution des générations. Il y a 4 personnages principaux dans cette conversation entre amis, pris dans une amitié de type ménage à 4. Il y a Française, la protagoniste, une jeune femme de 21 ans. Elle est intelligente, confuse, observatrice et quelque peu naïve. Étudiante à Dublin, elle aspire à être écrivain. Le soir, elle se produit comme poète-performeuse avec sa meilleure amie Bobby, qui était autrefois sa petite amie. Bobby est franche, rebelle, charismatique et toujours prête à s'engager dans n'importe quel argument. Les 2 autres personnages principaux qui sont introduits dans la conversation sont Melissa, célèbre journaliste, chic, sûre d'elle et sophistiquée. Et elle photographe les 2 poètes dès leur première rencontre. Elle est mariée avec Nick. Ce dernier rencontre Francis et Bobby lorsque sa femme les ramène chez elle après leur performance. Mais lui est plus intéressé par son cocker que de faire partie de la conversation. Ce désintérêt initial est trompeur. Et maintenant, j'ai mis quelques lignes. Bobby et moi avons fait la connaissance de Melissa lors d'une soirée poétique en ville, où nous produisions ensemble. Melissa nous a photographiés dehors, Bobby avec une cigarette, et moi le poignet gauche fermement tenu dans la main droite, comme si je craignais de le perdre. Melissa avait un gros appareil professionnel, ainsi que plusieurs objectifs dans une valise dédiée. Elle bavardait et fumait en prenant des photos. Elle nous a parlé de notre performance, et nous lui avons parlé de son travail qu'on avait eu l'occasion de voir sur Internet. Le bar est fermé vers minuit. Comme il commençait à pleuvoir, Melissa nous a invités à venir boire un verre chez elle. Maintenant, je vais continuer en anglais. The house was a semi-detached red brick, with a sycamore tree outside. Under the streetlight, the leaves looked orange and artificial. I was a big fan of seeing the insides of other people's houses, especially people who were slightly famous like Melissa. Right away, I decided to remember everything about her home, so I could describe it to her other friends later, and Bobby could agree. C'est l'introduction de Francis et Bobby à Monkstown, le quartier sud de Dublin, et un monde de belles maisons, de dîners bruyants et de vacances en Provence. C'est là que commence le complexe ménage à 4. Comme le dit le texte de présentation. Mais conversation entre amis n'est pas qu'une banale histoire d'adultère. C'est avant tout le portrait attachant, empathique des jeunes gens contemporains. Ces millénials qui ne parviennent pas à trouver leur place dans le monde que leur ont laissé leurs années. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est la façon dont les personnages émergent, narrateurs peu fiables de leurs propres sentiments, de confusion, de jalousie, de peine et d'amour. Les personnages se cherchent et apprennent à se connaître à travers leurs relations amicales, amoureuses et familiales, pour enfin se révéler, non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux autres. Vous allez prendre plaisir à découvrir ces livres et cet auteur. Le livre sera télévisé par la BBC en 12 épisodes et l'équipe a été aperçue en train de tourner en County Wicklow. Mais, s'il vous plaît, lisez d'abord le livre, parlez-en avec vos amis et votez pour Conversation entre amis. Voilà un appel au vote tout à fait direct. Mais évidemment, c'est le but. Le but, c'est que vous lisiez ces romans, si possible les 7. On a jusqu'au 31 octobre, c'est jouable. Et que vous votiez pour celui ou ceux d'ailleurs, parce que cette année, on va avoir un vote
possibilité d'un vote multiple. L'année dernière, on avait un vote unique, donc les gens devaient choisir un livre parmi les 7. Mais cette année, on a décidé que si vous en avez, je sais pas, 3 ou 4 des 7, vous pouvez voter pour 3 ou 4 romans. Ou si vous n'avez pas lu tous les 7, mais que vous en aimez 3 ou 4, ben vous pouvez voter pour les 3 ou 4 que vous avez lus, ou même 2, ou même 1. On continue notre voyage avec l'Italie. Et donc, le roman choisi par l'Institut culturel italien de Strasbourg va nous être présenté par Giovanni Grosso, le directeur de l'Institut, et sa collègue Giulia Silvestrini. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons présenter le roman de Cristina Comencini, qui, dit en passant, sera ici à Strasbourg en avril pour présenter son livre. D'abord, la première chose intéressante, c'est la choix du traducteur, qui rend les titres italiens da soli, toute seule, avec 4 mots. C'est intéressant parce que la trame du livre se déroule en décrivant les histoires de 2 couples d'amis qui se brisent dans le même temps. Donc les 4 amours sont les 4 façons individuelles de vivre l'amour, et la question principale du livre est de savoir si l'amour existe encore après un amour vécu pendant dizaines d'années. Julia va lire 2 passages du livre en italien parce que nous sommes intéressés à conserver l'intonation, le ton original du texte. Ici, c'est l'un des protagonistes féminins qui parle, Laura. Siamo in 2 a affrontare questa cosa che mi capita. 2 come quando si è operato al menisco. Ho dormito nel letto accanto al suo in clinica e si è svegliato dopo l'anestesia morto di fame. 2 come quando ho partorito i figli e lui mi riprendeva dal seno e li passeggiava canticchiando Yellow Submarine. 2 come quando è morta sua madre e lui mi ha detestato per 3 anni fino alla nascita di Lucrezia, perché aveva i sensi di colpa verso di lei che era morta e li gettava su di me che ero viva. 2 anche quando ho deciso di dormire nell'altra stanza, perché non sopportavo più le sue infedeltà, ma non volevo lasciarlo per questo. Non si sentiva amato, così mi ha detto andandosene. Avrei potuto dargli un pugno e invece ci ho riflettuto. Sono stata felice con lui per 30 anni. Dovevo capire se quello che diceva era vero. Non lo so se lo amo ancora. È così importante saperlo dopo tanti anni? È importante parlare d'amore dopo quello che abbiamo vissuto insieme? Per lui sì, anche per Marta. Per me no. Donc, pour Laura, après 30 ans de relations faites de moments de complicité ainsi que de moments de grandes difficultés, il n'est plus important de savoir si l'amour est encore là ou pas. Et elle ne voudrait pas renoncer à la sensation de fusion avec son copain. Du point de vue de son ex-mari, c'est l'exact contraire. Là où Laura s'effondre dans le couple, Piero se sent étouffé et s'échappe dans une série d'aventures avec d'autres femmes. Et quand Laura vient de le laisser, il se retrouve avec un problème. Il mio problema è questo. Prima vivevo con Laura e scopavo con Sara. Ora che non sono più sposato, non ho più nessuna voglia di vederla. Senza moglie un'amica non ha senso, ma non ho il coraggio di dirglielo. E poi in fondo mi fa compagnia. Quando mi sono separato ha insistito che andassi da lei, temporaneamente, ha aggiunto. Sara è giovane, vuole avere una vita con un uomo e io non posso dargliela. Ogni volta che passo a casa sua o la porto a cena, penso che dovrei lasciarla libera di cercarsi un altro uomo. Ma è innamorata di me, questo è il punto. En effet, semble dire l'autrice, qui décide de lâcher est une personne qui fuit de ses responsabilités. Et donc, bien sûr, partout d'un grand désir d'aimer et d'être aimé, le monde offre un panorama de solitude.
L'umanità è disperatamente sola. Le donne giovani cercano un compagno e non lo trovano, quindi non fanno figli. Gli uomini della stessa età si spaventano alla prima prospettiva di vita insieme e fuggono. Le donne mature senza uomini spesso diventano lesbiche e si iscrivono a viaggi collettivi. Le più furbe trovano compagnia sui siti di incontri, le più forti vivono bene sole, gli uomini anche. Le famiglie allargate reggono poco, come le altre. I figli vagano da un genitore singolo all'altro e tutti parlano del desiderio di amare e di essere amati, ma nessuno sa più veramente cosa significa. Alors, est-ce qu'il y a encore espoir pour l'amour dans le monde? On ne trouvera pas de réponse dans ce livre, parce que la partie intéressante de ce livre est qu'il pose des questions depuis une perspective très longue. Par exemple, que devient l'amour après 30 ans de mariage? En laissant aux lectrices et aux lecteurs d'imaginer la réponse. Merci. Et nous terminons ce voyage vers un pays un peu plus lointain, mais qui est évidemment un pays qui a une très riche tradition littéraire, culturelle et civilisationnelle. Il s'agit bien sûr de la Russie. Et l'extrait du roman russe qui a été choisi par le consulat général de Russie nous sera lu par, enfin la présentation plutôt, nous sera faite par Chloé Pozniennik, qui est étudiante à l'UNISTRA. Le livre proposé pour représenter la Russie est L'échelle de Jacob de Lyudmila Ulitskaya. L'auteur est né en 1943 dans l'Oural et a donc aujourd'hui 78 ans. L'échelle de Jacob est lui publié en 2018. Il s'agit, comme nombre de ses romans, d'une saga familiale. C'est un genre où Ulitskaya excelle, et à travers ses sagas, elle crée des romans polyphoniques dans lesquels elle retrace aussi bien l'histoire des personnages que l'histoire avec un grand H. Dans L'échelle de Jacob, l'auteur inclut de façon importante ses propres archives familiales, ce qui permet à la fois d'approfondir les vies des personnages et le contexte historique. L'intrigue de ce roman se situe entre 1905 et 2011 et prend place à la mort de Marussia, la grand-mère de Nora, à la fin du XXe siècle. Nora découvre alors une malle remplie de lettres qui s'avère être la longue correspondance entre Marussia et Jacob Ossietzky, son mari. Nous découvrons alors le destin des deux amoureux croulant sous le poids de l'histoire soviétique. En même temps, nous apprenons à connaître Nora elle-même, qui élève son fils Yurik seul et qui redécouvre peu à peu sa famille. Ulitskaya nous plonge dans leur quotidien de façon très intime, à tel point que leurs histoires semblent parfois être indépendantes les unes des autres. Elles s'entremêlent avec des descriptions détaillées qui nous permettent de visualiser leur époque respective, leur lieu de vie, leurs amis. L'auteur retranscrit de façon palpable leur intimité avec une écriture très charnelle. Le livre est formé de plusieurs chapitres épistolaires à travers la liaison que Jacob entretient avec Marussia. Et c'est là encore une originalité de ce livre. Au fur et à mesure de la lecture, nous nous rapprochons des personnages, si bien que nous avons l'impression qu'ils font partie de notre propre famille. Ulitskaya réussit à nous faire vivre leurs joies, leurs peines, leurs espoirs et leurs déceptions. Mais cette saga familiale peut-elle être un lieu de représentation de l'amour, et surtout en est-elle le meilleur? Nous l'avons dit, les romans d'Ulitskaya sont remarquables par leur retranscription de la vie quotidienne, des petits détails qui nous permettent de nous identifier aux personnages. Seulement l'auteur ne fait pas que cela. Lyudmila Ulitskaya souhaite nous montrer que l'amour romantique constitue une partie importante des relations humaines. Nous le voyons avec des personnages comme Nora et Tengiz, dont la relation perdure près de 20 ans malgré de nombreuses séparations. Mais ici, c'est aussi une vision différente de l'amour qui s'impose à nous. Premièrement, l'amour n'est pas simple. Il mène souvent à de la jalousie, à des conflits ou même à de l'abandon. Ensuite, l'amour romantique n'est pas le seul amour qui existe. On met en scène de l'amour fraternel dans ce livre, de l'amour mère-fils ou mère-fille, des amours qui ne survivent pas longtemps, comme celui de Marussia et Jacob, des amours charnels, clandestines, extra-conjugales, ou encore qui se perpétuent à travers des objets aussi simples que des lettres. Et alors qu'on pouvait avoir du mal à imaginer ce qu'un roman familial pouvait faire parmi une sélection de romans d'amour, tout paraît plus clair.
Il s'agit de représenter le quotidien de l'amour sous toutes ses formes, même quand il doit avoir une fin. Mais c'est une vision réaliste de la vie et de ses aléas que seule la sphère familiale peut nous offrir. Le roman est si réaliste qu'il supprime les frontières entre les personnages et nous-mêmes. Aussi, dans ce livre, nous avons un aperçu de cette famille entre 1905 et 2011, ce qui est une amplitude temporelle impressionnante quand nous savons tout ce qui s'est passé en plus d'un siècle, et ce en particulier en Russie. La façon d'aimer a donc pu, elle aussi, évoluer. Le personnage de Nora, notamment, contraste drastiquement avec les clichés de la femme russe qu'on pourrait avoir. Elle se marie avec un homme qu'elle n'aime pas, et s'octroie la liberté de choisir ses amants en assumant sa sensualité. La pluralité des amours et de leurs formes tiennent bien le rôle de personnage principal dans ce livre. Donc on vous propose d'écouter quelques phrases en russe qui constituent le début du roman. Je lirai le début. Младенец был прекрасен с первой минуты появления на свет. С заметной ямкой на подбородке и аккуратной головкой, как будто из рук хорошего парикмахера. Короткая стрижка, точно как у матери, только волосы посветлее. И Нора его сразу же полюбила, хотя заранее не была в себе уверена. Ей было 32 года, и она считала, что уже научилась любить людей по заслугам, а не просто так, из-за родственной близости. Младенец оказался вполне достоин немотивированной любви. Спал хорошо, не орал, сосал исправно, разглядывал с большим интересом сжатые кулачки. Дисциплину он не соблюдал. Спал то 2 часа, то 6 без перерыва. Просыпался, делал чмоки в пустой воздух. И Нора сразу прикладывала его к груди. Она тоже дисциплину не любила, так что отметила это общее свойство. Merci. Et si vous voulez rejoindre le roman, devenir auditeur et voter pour l'échelle de Jacob. Alors, nous sommes arrivés à